Les ombres de l'intellect, une histoire de Michel et Élisabeth. Michel Onfray et Élisabeth Roudinesco, deux des plus grandes figures intellectuelles de notre époque, avaient partagé des années de débats intellectuels, d'écrits puissants et de réflexions profondes. Leur relation, d'abord une amitié pleine de respect et de stimulation intellectuelle, avait lentement pris un tour plus intime. Mais comme souvent dans le monde des idées, lorsque des esprits aussi forts se rencontrent, la frontière entre admiration et quelque chose de plus pouvait devenir floue. Tout avait commencé après une conférence au sujet de la psychanalyse et de la philosophie, où Michel Onfray, critique acéré du freudisme, avait rencontré Élisabeth Roudinesco, une fervente défenseuse de l'héritage psychanalytique. Leur discussion était intense, parfois violente, mais toujours empreinte de respect pour le travail de l'autre. Ils s'opposaient souvent, mais cette opposition semblait plus nourrissante que destructrice. Ils étaient les deux faces d'une même pièce, la philosophie et la psychanalyse, l'un s'opposant à l'autre dans une danse intellectuelle de grande envergure. Cependant, au fil des mois, des rumeurs avaient commencé à circuler. Des bruits furtifs avaient été entendus dans les cercles littéraires parisiens. On murmurait que les deux intellectuels avaient développé une relation bien plus complexe et intime qu'un simple échange de pensées. Les journalistes, toujours avides de scandales, avaient commencé à spéculer. Qu'y a-t-il vraiment entre Michel Onfray et Élisabeth Roudinesco? Demandait-on dans les salons littéraires. Les deux célébrités n'avaient rien nié, mais elles n'avaient rien confirmé non plus. Les rumeurs, comme souvent, se mirent à se multiplier. On disait que Michel Onfray, souvent solitaire et provocateur, avait trouvé chez Élisabeth une véritable âme sœur, une complice capable de comprendre les labyrinthes les plus obscurs de sa pensée. Élisabeth, de son côté, semblait apaisée par la robustesse des idées de Michel, même si elle restait profondément fidèle aux théories psychanalytiques qu'il rejetait avec tant de véhémence. Leur relation devenait de plus en plus difficile à cerner, et c'est ainsi qu'au-delà des intellectuels et des journalistes, l'opinion publique se mit à se poser des questions. Les mois passèrent, et la relation entre Michel et Élisabeth s'intensifia. Leurs discussions avaient des allures de bataille intellectuelle, mais parfois elles étaient ponctuées de silences lourds, comme si des émotions plus profondes se jouaient sous la surface. Michel, avec son regard impétueux, et Élisabeth, avec sa calme assurance, semblaient être des opposés parfaits, et pourtant leur complémentarité devenait presque évidente. À l'extérieur, cependant, leur vie semblait de plus en plus surveillée. Des paparazzis commençaient à suivre leurs moindres déplacements. Les rumeurs n'étaient de plus seulement dans les salons littéraires, elles se retrouvaient sur les premières pages des journaux. Michel et Élisabeth, des géants de la pensée, étaient désormais des figures publiques, au même titre que des célébrités de la culture pop. Et leur intimité semblait être devenue un spectacle. Un soir, lors d'une conférence conjointe, où ils devaient débattre de l'avenir de la psychanalyse à l'ère contemporaine, quelque chose se produisit. Un journaliste, obsédé par les rumeurs qui circulaient, lança une question qui fit frémir la salle. « Michel Onfray, êtes-vous vraiment en couple avec Élisabeth Roudinesco ?» Le silence qui suivit fut lourd. Michel baissa les yeux et Élisabeth, d'un ton glacé, répondit « Nous n'avons pas à expliquer notre relation. Nous sommes deux individus, chacun libre de ses choix. » Mais derrière ces mots, quelque chose brillait, une tension que même les plus perspicaces n'auraient pas su décrire. Ce fut le tournant. Quelques semaines plus tard, Michel Onfray annonça soudainement dans un entretien télévisé qu'il se retirait de la vie publique pendant une période indéterminée. Il expliqua qu'il souhaitait se concentrer sur des projets personnels, des recherches, mais la presse ne tarda pas à relier cette annonce à l'escalade des rumeurs concernant sa relation avec Élisabeth Roudinesco. Le public, assoiffé de scandales, devint de plus en plus insistant. Élisabeth, elle, fit une déclaration publique dans laquelle elle évoqua la souffrance que cette pression médiatique causait à son compagnon. « Les rumeurs tuent plus lentement que l'oubli », disait-elle, une phrase pleine de douleur qui semblait faire écho à un secret longtemps caché. Mais elle ne parla jamais directement des raisons de son retrait, ni de la nature de sa relation avec Michel. Ce fut alors que les rumeurs atteignirent leur apogée. Les spéculations sur une séparation dévastatrice entre les deux intellectuels se mirent à se propager comme une traînée de poudre.
On disait que Michel, trop blessé par la pression publique et ses propres démons, avait décidé de s'éloigner d'Élisabeth pour se consacrer entièrement à sa réflexion. D'autres murmuraient qu'Élisabeth avait, de son côté, pris des distances après une découverte déstabilisante concernant Michel, mais ce n'étaient que des bruits qui ne se confirment jamais. Les mois qui suivirent furent marqués par l'absence de Michel Onfray sur les scènes publiques. Il se concentrait sur ses écrits, mais sa santé mentale semblait se détériorer sous l'influence des rumeurs et de la pression qui pesait sur lui. Il s'éloigna de tous, y compris d'Élisabeth, qui, malgré son propre retrait, semblait profondément affectée par l'éloignement de son ancien complice. Puis un jour, le silence fut brisé. Michel Onfray fut retrouvé dans son appartement parisien, seul, entouré de papiers, d'idées non publiées et de livres inachevés. La nouvelle fit le tour des médias. Michel Onfray était décédé, d'une manière aussi discrète que sa vie, dans la solitude de ses pensées. Elisabeth Roudinesco, silencieuse pendant toute la période du deuil, prit finalement la parole, mais ses mots étaient teintés de tristesse et de regret. « Il a été une partie de moi, mais l'intellect a parfois ses prix », déclara-t-elle dans une interview exclusive. Ces paroles laissèrent le public dans un état de confusion totale. Et alors que les rumeurs sur la nature exacte de leur relation ne cesseraient jamais, la vérité, comme souvent, resta enfouie dans les silences non dits. Quelques années après la disparition de Michel, Elisabeth Roudinesco écrivit un livre qui rendait hommage à leur amitié et à leur complicité intellectuelle. Mais le livre fut bien plus qu'un hommage. C'était un cri silencieux contre les rumeurs qui avaient détruit ce qu'ils avaient construit ensemble. Elle ne mentionna jamais explicitement leur relation, mais elle parla des défis d'être une figure publique dans un monde de spéculations incessantes. Ce livre, sombre mais profond, fut un dernier acte de réconciliation avec un passé complexe. Les rumeurs persisteraient, mais la vérité de ce que Michel et Élisabeth avaient y partagé, un secret entre deux âmes intellectuelles, demeura dans les ombres de leurs pensées, là où personne ne pourrait jamais atteindre. Michel Onfray est l'un des philosophes contemporains les plus connus et les plus provocateurs de France. Auteur prolifique, il a su s'imposer dans le paysage intellectuel français par ses positions critiques, son rejet de certaines traditions philosophiques et religieuses, ainsi que par sa défense de l'individualisme et de la liberté personnelle. À travers une vie marquée par des luttes personnelles et professionnelles, il a développé une pensée radicale et une vision du monde qui fait écho à son désir d'affranchir l'individu des dogmes. Son parcours est aussi celui d'un homme qui n'a cessé de se redéfinir, à la fois à travers ses écrits, ses engagements et ses prises de position publiques. Michel Onfray naît le 1er janvier 1959 à Argentan, une petite ville de Normandie, dans une famille modeste. Son père, ouvrier, et sa mère, femme au foyer, sont issus d'un milieu ouvrier et peu éduqué, ce qui marque profondément Michel dès son jeune âge. La famille d'Onfray, bien que respectueuse de la tradition, est loin d'être abonnée aux idéaux philosophiques ou littéraires, et Michel va chercher à s'émanciper de ce milieu par l'intellect. Dès son enfance, il ressent une profonde insatisfaction face à l'injustice sociale et aux inégalités, un sentiment qui le poussera à se tourner vers la philosophie, une discipline qu'il considère comme un outil de libération personnelle et sociale. Cependant, il connaît aussi une enfance marquée par des événements traumatisants. Son père est violent et son environnement familial est plutôt dysfonctionnel, ce qui va nourrir chez Onfray un esprit de révolte contre l'autorité et les normes établies. Cela va le conduire à développer un scepticisme profond envers les institutions traditionnelles, y compris l'Église, qui joue un rôle important dans la société française à l'époque. En dépit de ces difficultés, Michel Onfray s'illustre très tôt dans ses études, se passionnant pour la philosophie et les sciences humaines. Il entre à l'université de Caen, où il obtient une maîtrise en philosophie. C'est là qu'il rencontre des enseignants et des intellectuels qui marqueront son parcours et son évolution philosophique. Il se tourne vers des penseurs comme Nietzsche, Schopenhauer et Épicure, qui deviennent ses maîtres à penser, notamment en raison de leur rejet des idéaux religieux et de leur recherche de la liberté individuelle. À cette époque, Michel Onfray n'est pas encore un auteur reconnu, mais il commence à se faire remarquer pour ses idées radicales. Il critique sévèrement la pensée dominante de son époque, qu'il perçoit comme étouffante et conformiste. Il rejette ce qu'il considère comme la philosophie académique traditionnelle et cherche à populariser la pensée philosophique auprès du plus grand nombre, en utilisant un langage accessible. Dans les années 1980,
Après plusieurs années de recherche et de réflexion personnelle, Michel Onfray se fait connaître du grand public grâce à ses essais. Son premier livre, Le sens du sens, 1989, pose déjà les bases de sa pensée, un rejet des idéologies religieuses et un appel à la liberté de l'individu. Dans cet ouvrage, il démontre que la recherche du sens de la vie ne doit pas nécessairement passer par des dogmes religieux ou philosophiques. Il se fait un nom en tant que penseur hédoniste, libertaire et matérialiste. En 1991, il fonde l'Université populaire de Caen, un lieu de diffusion de la pensée philosophique qui permet à des personnes de tous horizons de venir s'instruire gratuitement. Cet engagement concret dans la démocratisation de la culture et de la philosophie devient l'un des aspects centraux de son œuvre et de son engagement. L'Université populaire est un projet ambitieux, un moyen de partager la connaissance avec le plus grand nombre, loin des élites académiques traditionnelles. C'est dans les années 1990 et 2000 que Michel Onfray devient une figure incontournable de la scène intellectuelle française. Son livre « Le crépuscule d'une idole » 2005, dans lequel il critique violemment la figure de Jean-Paul Sartre, ainsi que son ouvrage « La puissance d'exister » 2006, où il développe une philosophie du bonheur, deviennent des best-sellers. Michel Onfray refuse d'adhérer au grand système de pensée philosophique traditionnel et préfère se concentrer sur des sujets plus accessibles, liés au bonheur, à l'existence et à la liberté individuelle. Son projet de Ciné Sophia, un cycle de conférences mensuelles consacré à des films qui abordent des thèmes philosophiques, illustre son désir d'approcher la philosophie sous des angles populaires, loin des canons académiques. Il crée ainsi une forme de vulgarisation philosophique où la culture populaire, la littérature et le cinéma sont utilisés pour traiter des sujets profonds. Sa philosophie est fondée sur un athéisme militant, une critique du christianisme et de ses influences, mais aussi une réprobation des formes d'autorité, qu'elles soient religieuses, politiques ou sociales. Dans La sculpture de soi, 2003, Onfray défend la pratique de l'autodiscipline, de la critique personnelle et de l'art de vivre comme des moyens d'échapper à l'oppression extérieure. Ce qui distingue Michel Onfray des autres philosophes contemporains, c'est son approche radicalement hédoniste de la philosophie. Pour lui, le but de la philosophie n'est pas la recherche d'une vérité absolue ou de réponses métaphysiques aux grands mystères de l'univers, mais la recherche du plaisir et du bonheur ici et maintenant. Son hédonisme est une philosophie de l'action, un appel à vivre pleinement et librement, sans se laisser emprisonner par les carcans religieux ou sociaux. Dans Traité d'athéologie, 2005, Onfray s'attaque de front à la religion, particulièrement au christianisme, qu'il perçoit comme un système de pensée oppressif. Il y dénonce les souffrances infligées par les religions au nom de la morale et de la discipline, prônant une éthique de la jouissance sans culpabilité. Ce livre connaît un immense succès, et Onfray se fait un nom en tant que philosophe qui défend un matérialisme joyeux et un athéisme radical. Outre sa philosophie, Michel Onfray est également connu pour ses prises de position politiques. Il se définit comme un libertaire et défend une vision de la politique où l'individu doit être au centre. Il critique violemment l'Union européenne, qu'il considère comme un carcan idéologique, et se fait souvent l'avocat d'une pensée politique dissidente. Il s'oppose aussi fermement à ce qu'il considère comme la domination des élites politiques et intellectuelles. Il est un ardent défenseur de la démocratie directe et milite contre la marchandisation de la culture. À travers ses livres et ses interventions publiques, il dénonce le néolibéralisme, la mondialisation et l'asservissement des individus aux puissances économiques. Ces idées lui ont parfois attiré des critiques de la part d'autres intellectuels, qui lui reprochent une vision trop simpliste des problèmes politiques et sociaux. Au-delà de ses écrits, Michel Onfray est une figure médiatique. Ses apparitions télévisées et ses interviews font régulièrement l'objet de polémiques. Il n'hésite jamais à exprimer ses opinions de manière directe, quitte à choquer une partie du public. Cette attitude frêne